Et voilà, c'est parti. Bien, ben, ce soir, on va présenter la constellation du mot. En fait, il y a deux constellations qui sont jointes. Il y a à la fois la constellation du cygne, la constellation de la lyre, renfermant beaucoup moins d'objets. Alors, le cygne, si vous remontez à la légende de Zeus, donc il était amoureux d'une belle femme, c'était la femme du roi de Sparte. Il s'est transformé en cygne pour pouvoir l'approcher. Voilà. Et puis de là est né Castor, Polybe, d'autres personnages. Alors j'ai fait cette photo, alors on ne verrait peut-être pas suffisamment, j'ai fait cette photo du ciel, c'est ce qu'on voit au-dessus de nous, que je voyais au-dessus de moi le 29 août, pardon, à Quiberon, j'étais dans un camping. Et donc là vous avez cette région du ciel. Alors est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous pourriez déjà nous dire si vous reconnaissez une étoile ou deux sur le... Ça paraît difficile. Je sais, tu diras. Je reconnais aussi. Bon. Georges, tiens, je vais te poser une question, Georges. Toi qui regardes le ciel. Il y a des étoiles finalement. J'en vois beaucoup. Il y en a trois qui sont importantes. Donc, est-ce que le cygne est couché, debout il est orienté comment? Il est comme ça. donc il est plutôt couché, pas en fait. Comme Oui. ça. Est-ce que vous voyez, donc on a dit il y a le cygne, on a deux constellations. Est-ce que vous voyez Vega? Ça vous dit quelque chose? On va droite, là. Ouais. Ah oui. Oui. C'est bien de faire une photo finalement parce qu'on voit ce quadrilatère, qu'on a du mal à voir à l'œil nu. Oui. Donc on est devant un ciel où je crois avoir réussi à mettre sur la même photo le triangle d'été. Donc vous connaissez les étoiles du triangle d'été. Et donc, donc ça c'est. Vous l'appelez comment celle-là? Georges, allez, vas-y, lance-toi. Hein? Comment s'appelle celle-là? Allez, Je te rappelais pas en nom. on l'a toujours au-dessus de soi, on dit ça souvent. C'est Vega, non? Oui, c'est Vega, oui. Alors, à travers le triangle. Est-ce que quelqu'un peut... Qu'est-ce qu'il y a comme autre étoile dans le triangle? Ça vous dit quelque chose? Bah, des neiges. Des neiges. Alors, on peut la mettre où, des neiges? En haut du cygne, là. Si je le vois dans Au le bout du cygne. C'est-à-dire? Je sais pas, je le vois. Viens, alors. Peut-être je me trompe, hein. Ah, mais viens, c'est bien, c'est bien de regarder le ciel parce que... Peut-être que je me trompe. Là, non? Non. Non, c'est pas. Là, alors. Non plus. Non. Alors là. Je suis pas mauvais sens. Ah oui, en fait, c'est comme ça. C'est ça? Voilà. Je croyais que c'était comme ça. Alors, donc vous commencez à voir les choses. Et ensuite, la dernière étoile du triangle d'été. Altaï, en bas. Donc elle est tout en bas, à droite. Voilà. Altaïr. Voilà. Bien, bon, on peut passer à la diapositive suivante, comme ça va vous... Donc voilà, on ne voit pas bien sur la droite, c'est vrai, c'est un peu plus sombre. Mais vous voyez bien le fond, oui. Oui. Donc voilà le dessin caractéristique du cygne. Alors il y a plein de dessins sur le cygne. Donc il y a une étoile qui s'appelle Sadre qui est en plein milieu. Je la montre avec le doigt. Donc, vous avez ici, vous avez Sadre. Et la tête du cygne. Elle est où la tête du cygne? À gauche. À gauche? Oui. À gauche? À À gauche ou à droite? À gauche. Ça c'est Deneb, ça c'est Deneb. Alors le cygne, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique comme oiseau? Il a un long cou. Ah. Et donc il est où le cou? Il est plutôt sur la droite. Et donc vous allez au bout et vous avez l'étoile Albireo. Voilà. D'accord?
Alors, comme moi je voyais bien à l'écran, ici on voit plus difficilement, je voyais bien à l'écran, il y a ensuite deux petites constellations qui sont sous le cygne. On a fait souvent le tour du ciel avec Eric qui fait ça très bien. Et on devait deviner les constellations. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Des petites constellations que l'on voit là. Le renard? C'est presque ça, ouais. C'est le petit renard. Le petit renard. Le petit renard. Et ensuite l'autre constellation qui est un peu plus bas. La flèche. La flèche, c'est bien. Et donc on devine le début d'Altaïr, de l'aigle qui se trouve là. Donc voilà. Alors la lyre est au-dessus, vous la voyez bien, avec son quadrilatère caractéristique. Alors, moi je crois qu'il ne faut pas hésiter à faire des photos quelquefois la nuit, parce que quand le ciel est bien, il faut pas, avec un 35 mm, vous photographiez le ciel. La mise au point est difficile quelquefois, c'est vrai, mais même si l'image est floue, quand elle est floue, finalement, ça met plus facilement en exergue, les images sont brillantes. Ça permet de mieux caractériser, c'est plus facile, le ciel est plus facile à lire. Il ne faut vraiment pas hésiter. Quand tu vois la pose de tout moment, là, c'est une pose de combien? Ça, c'est une pose de 8 secondes. C'est 8 secondes, c'est à 35 mm, c'est ouvert à 2, bon. Et à 8 secondes, vous n'avez pas de traînée, les étoiles sont encore rondes. Il ne faut pas hésiter, c'est un bon exercice pour le stabiliser. Si vous laissez plus longtemps, le fond de ciel remonte et à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de mal à distinguer les étoiles. Voilà. À noter aussi que Deneb, le nom de Deneb est d'origine arabe et sa signification c'est la queue. Donc du coup, tout à l'heure, où est la tête du cygne, certainement pas Deneb, puisque c'est la queue. Donc on peut passer à l'image suivante. Il y a 2-3 étoiles là, ça fait du net. Il y en a quelques-unes, oui. Il y a des nébolas aussi. Des nébolas, oui. C'est le lion, je crois. C'est le lion, oui. Alors voilà le nom des étoiles, donc on va pouvoir passer au nom des étoiles. Donc d'abord dans le signe d'Eneb, donc Eric vient de dire la queue de la poule en arabe. Donc c'est une supergéante blanche, elle est variable, une magnitude de 1,25, distance 1500-1550 années-lumière, et donc elle est donnée, sa luminosité est très importante, elle est donnée comme étant 60 000 fois plus lumineuse que notre Soleil. Elle représente, donc c'est une très grande étoile, elle représente 20 masses solaires. Alors 20 masses solaires, ça veut dire que si elle était à la place de notre Soleil, elle toucherait l'orbite de la Terre. C'est à peu près ça la taille de l'étoile. Elle est très très grande. Donc c'est une super géante. Alors, Albireo, qui est à l'autre, qui est la tête cette fois-ci du cygne. Donc ça veut dire en arabe étoile du bec. C'est un système binaire cette fois-ci. Donc une des étoiles Albireo, qui est une étoile jaune et de magnitude 3,1, 5 masses solaires, et Albireo B, qui est une étoile bleue de magnitude 5, Albireo à magnitude 3 et Albireo B à magnitude 5, 3 masses solaires, elles sont également très lumineuses, 100 à 200 fois plus lumineuses que notre Soleil, situées à 330 années-lumière de la Terre. Donc un système binaire. Et Sadr, donc veut dire poitrine en arabe, une magnitude de 2,2 et une distance de 1300 années-lumière. Donc, j'aurais pu mettre toutes les étoiles, mais il faut bien simplifier pour garder il faut que vous partiez avec des choses simples et les garder en mémoire. Alors, la lyre est vraiment sur le même schéma, Vega. Alors, je ne savais pas la traduction de Vega en arabe, le vautour. C'est une étoile légèrement variable, de magnitude 8 à 9, une distance de 2064 années-lumière. C'est des chiffres que j'ai repris sur Wikipédia. C'est une étoile blanche légèrement teintée de bleu.
Alors, on a détecté autour de Vega un disque de poussière, et donc l'hypothèse d'un système planétaire est à l'étude. Pour l'instant, rien n'est trouvé. Alors, ce que vous savez, ou ce qu'il faut savoir, c'est que cette étoile a été notre étoile polaire il y a à peu près 10 000 ans, et que dans 12 000 ans, elle sera à nouveau notre étoile polaire. Bernard, tu peux me rappeler la magnitude de Vega? Alors j'ai dû me tromper, j'ai mis 7, 8 à 9, 6, ça me semble. Non, parce qu'en fait, c'est pas possible. pendant longtemps, Vega, ça a été un petit peu l'étalon pour la magnitude. C'est donc en fait, c'est 0. C'est 0. C'est du mal une erreur de transcription. Aujourd'hui, on est encore un peu plus précis, c'est plus 0, 0,1 ou un truc comme ça, mais c'est vrai que pendant longtemps, c'était l'étalon. Oui, j'ai vu ça, c'est vrai. Alors, deux autres étoiles dans à proximité de Vega, donc Cheliac, c'est un système d'étoiles binaires avec une géante blanche et une étoile secondaire, 960 années-lumière, une magnitude qui varie de 3,4 à 4,6. Système binaire. Et Sulafat, qui est à 635 années-lumière, une magnitude de 3. Donc c'est vrai que les gars, tu as raison, je m'étais complètement trompé, j'aurais dû voir. Et il y a ici, je ne suis pas un astronome aguerri, mais il y a ici un système sous Vega, j'aurais dû mentionner, qui s'appelle Epsilon, que les astronomes amateurs regardent avec plaisir, semble-t-il, sûrement. Un système double à 162 années-lumière, Epsilon 1, Epsilon 2, magnitude 5. Et ce qui doit être je ne saurais pas donner les caractéristiques, mais c'est vrai que j'ai lu partout que c'était les astronomes et déjà c'est. Et bien que. Si je me souviens, c'est que chaque étoile double est une étoile double magnifique. Peut-être. C'est oui, double-double. C'est la double-double, oui. C'est double-double. Elles sont bien différenciées, on arrive bien à différencier 1 et 2, et on différencie bien aussi les beaucoup plus resserrés les deux autres. Il faut un gros grossissement pour séparer les deux doubles, en fait, les deux doubles-doubles. Et Epsilon, en fait, se trouve ici. C'est en fait cette étoile-là. C'est cette étoile-là. C'est cette étoile-là, à côté de Vega. Donc voilà pour les étoiles principales, à partir de... alors, donc quand on présente les constellations, on prend les grandes catégories d'objets, je vais ensuite faire les amas, les nébuleuses planétaires et les nébuleuses diffuses. Donc on va commencer par les amas. Donc les amas, d'abord... bon ben voilà, donc là vous avez ce que je viens d'indiquer, vous avez le PowerPoint, vous retrouverez tous ces éléments. Donc on peut poursuivre. Oui, donc là, une petite erreur sur la magnitude. Là. La magnitude est à corriger, faut pas le faire faux. Alors, j'ai représenté aussi, j'ai refait un petit dessin avec des illustrations qu'on retrouve dans les livres pour montrer combien les dessinateurs peuvent être créatifs pour représenter les objets célestes. Alors, c'est un bon exercice aussi. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les constellations qui entourent ces deux constellations? Si on prend, je ne sais pas, bon, ici vous avez vu, vous l'avez dit, hein, c'est le petit renard. Si on prend au-dessus, ici, ce que vous avez. Ouais. Alors, sachant qu'ici il y a des nébs, oui. Et que là il y a une étoile qui s'appelle, qui doit s'appeler Aldéramine, et qui est l'étoile principale d'une constellation qui, quelqu'un s'en souvient peut-être, qui est en forme de maison. C'est fait. C'est voilà. fait qui est là. Voilà, c'est fait là. Ça, Ça c'est fait. c'est fait. Par contre après
Là, j'ai pas beaucoup d'indices. Hein. Est-ce que ça serait pas Cassiopée à côté? Non, Cassiopée n'est pas là. Non, pas encore. Donc, à côté de la lyre, la constellation, quand vous regardez le ciel, la constellation qui est à côté de la lyre, à droite de la lyre, là, vous connaissez bien cette constellation. Elle est très grande. Non, à droite, à droite de la lyre. C'est la constellation qui est vraiment elle est grande aussi. Elle est située au-dessus de Ophiuchus. Hercule. Hercule, oui, c'est Hercule. Ouais. Bon, on va poursuivre, ouais. on va voir apparaître les noms pour la suite. Ouais. Voilà. Ah bah oui. Oui, ouais. Vous avez la tête du dragon qui est au-dessus de Vega. Quand vous regardez le ciel, vous distinguez les deux étoiles brillantes aussi qui sont pas loin de Vega. Le lézard, donc de ce côté-là, c'est difficile de repérer quoi que ce soit. Et du côté de Pégase, c'est vrai que c'est assez sombre. C'est parti. Alors, donc on passe aux amas. Dans le signe, j'ai retenu 4 amas. Alors, un amas, je fais un petit rappel hein, pour tout le monde, pour moi aussi c'est utile. Donc, un amas ouvert. J'ai repris 4 amas ouverts. Amas ouvert, donc ça groupe à peu près une centaine, à peu près 10 000 étoiles, qui sont des étoiles jeunes, qui sont un peu regroupées, qui sont nées dans le même cocon et qui sont liées par la gravitation. Et puis après, elles se dispersent progressivement. Lorsqu'on avait vu la constellation de la Grande Ourse, c'est pareil, c'est un ensemble d'étoiles qui étaient regroupées à l'origine et qui se déplacent en s'écartant progressivement. Donc Messier 29, alors il est mal placé. Désolé, hein, je me suis trompé. Messier 29 n'est pas là, Messier 29 est ici. Il est à côté de ça, mais il est un peu en dessous de ça. Messier 29, c'est un amas d'une cinquantaine d'étoiles, qui est dense finalement, une magnitude de 7 et une distance de 3700 années-lumière, et son âge est d'environ 10 millions d'années. Alors si on passe à la diapositive suivante, on verra. Ouais. C'est la liste, on peut continuer. Donc voilà une représentation Wikipédia de Messier 29. On peut remonter peut-être sur la carte, je pense que et Messier 39, donc vous voyez dans l'angle gauche, en haut, cette fois-ci c'est toujours Messier en 1764. Celui-là c'est un amas extrêmement, enfin il est peu dense, avec une trentaine d'étoiles, dans un rayon de 7 années-lumière. Donc vous voyez c'est immense, 7 années-lumière, quand vous connaissez l'année-lumière, vous voyez à peu près comme c'est des kilomètres. Beaucoup. Beaucoup. 450 000. Donc c'est 9500 milliards de kilomètres. Donc ça vous donne une idée un peu de... Donc une magnitude de 4,6, un âge de 200 à 300 millions d'années. Donc on va le voir en photo. Voilà. Donc c'est aussi une photo recueillie sur Wikipédia avec le nom de... Ensuite on va remonter sur la carte. Donc 6811, tout à fait, vous voyez bien à droite. 6811, c'est un amas également, un amas ouvert, magnitude 6,8, distance 3900 années-lumière, et le 7039, donc qui est à côté de Ténèbres, donc qui est également un amas ouvert à 3100 années-lumière, à une magnitude de 7,6. Alors, on verra une photo après, mais j'en profite aussi pour parler de L56, qui est aussi un amas qui est dans la lyre cette fois-ci. Donc, par rapport à un amas ouvert, un amas globulaire se présente sous forme, comment dire, d'un ensemble sphérique. Hein, je suis en train de planter. Mais c'est 56, c'est un amas globulaire. Ouais. Ouais.
Donc c'est un ensemble sphérique avec, oui c'est ça, de plusieurs dizaines de milliers à plusieurs millions d'étoiles parfois, d'autant plus dense que l'on va vers le centre. Et on verra ça sur l'illustration. La taille varie d'une vingtaine à quelques centaines d'années-lumière. Messier 56, c'est un âge de 3000 à 6000 années, 2300 années-lumière de la Terre, une magnitude de 8 et un diamètre de 32 900 années-lumière. Alors on va regarder les illustrations, on va descendre. Donc on a vu Messier 29, ensuite Messier 39, NGC 6811, ensuite NGC, et voilà. Alors NGC 7039, je n'avais pas d'illustration, j'aurais dû le dire. Et voilà l'amas globulaire de la lyre M56, hein, vous l'avez vu, où il est placé. Donc voilà les amas, 4 amas ouverts, un amas globulaire. Et on va passer maintenant aux nébuleuses planétaires. Alors, juste pour rajouter que les amas ouverts du cygne ont cette particularité d'être dans une région qui est très riche en étoiles, qui est donc la Voie lactée. Donc du coup, ils ne sont pas forcément faciles à observer et ils sont un petit peu perdus dans la masse d'étoiles. Par contre, ils ont une particularité, je ne sais pas si c'est tout à fait précis sur le schéma, mais ils sont plus ou moins dans l'axe du corps du cygne, donc en se baladant sur l'axe Albieri-Audener, on peut assez facilement avoir une idée du cygne. Enfin, assez facilement, pour les repérer, le chemin pour les repérer n'est pas difficile à... Non. Mais après, c'est vrai que là, dans la cité 4, il y en a encore bien d'autres, hein, mais après, c'est vrai que les distinguer, arriver à les singulariser par rapport au fond de ciel, c'est parfois difficile. Là, c'est vraiment les plus faciles que Bernard a présentés. Celui-ci, par exemple, certains trucs, c'est plus... Ah oui, là, quand c'est un amas globulaire, c'est quand même plus facile. Ouais. Donc, on va passer maintenant donc la carte que je rajoute au fur et à mesure qu'on avance. Je dessine des objets. Donc on parle cette fois-ci des nébuleuses planétaires. Alors, je rappelle pour les nébuleuses planétaires, hein, donc certaines étoiles en fin de vie explosent et éjectent une partie donc, de leur matière. Donc pour une étoile massive, c'est violent et on peut alors observer une sorte de bulle de matériaux, donc, enfin, on dit comme ça, quoi, qui entoure l'étoile et s'en éloigne. Au centre de la nébuleuse planétaire se trouve généralement une naine blanche, donc qui est le reste, qui est le cadavre de l'étoile. Donc dans le cygne, j'ai retenu 4 nébuleuses planétaires et puis j'ai retenu dans la lyre la célèbre nébuleuse de la nuit. Alors je peux commencer, on va faire 7027, donc NGC 7027 est une nébuleuse planétaire qui est très petite et donc au tout début de son développement. Elle a une distance de 3000 années-lumière à magnitude 10 et elle représente à peu près 3 masses solaires. Elle est très brillante, elle est apparue il y aurait 600 ans. Il y a une illustration dans la diapositive qui suit, je pense. Donc, la deuxième diapositive, voilà, c'est 7027, je me suis trompé, c'est pas celle-là, il faut redescendre. C'est pas dans le même ordre. Bon. Attends, je vois. Non. Ah voilà. 7027, voilà. Alors 7027, là voilà la petite. Bon, on la voit pas comme ça. Hein. C'est un point blanc. C'est une photo prise par Hubble. J'ai pris des illustrations. Alors ensuite, on va faire NGC 6826. Elle est là-haut. Donc, elle est située à 7000 années-lumière, une magnitude de presque 13, 12,77.
Alors cette nébuleuse planétaire est appelée Blink Nubella, nébulae, comment dire, une nébuleuse clignotante. Alors je n'ai jamais vu de nébuleuse clignotante. Ce qui est expliqué que cette nébuleuse a la particularité de clignoter à condition de la regarder en vision directe et d'alterner avec une vision indirecte. Et on a l'impression qu'elle clignote à ce moment-là. Une magnitude de 8,8. 6826. Voilà. Après, une autre nébuleuse, découverte cette fois-ci par un astronaute américain, je pense Pickering, qui est distante de 5000 années-lumière, donc 6884. Alors, il y a une étoile, il y a une matière qui est éjectée par une étoile WR136, voilà, et ça a donné naissance à cette nébuleuse planétaire. Et puis, il y a aussi, je finis tout de suite envers les illustrations, et la nébuleuse planétaire 7026. Donc, on a vu, devant Deneb. Deneb, voilà. Entre Deneb et Aldéramine. Deneb est là et Aldéramine est par là. Donc on peut... Elle a un petit nom aussi, la 7026. Mais c'est pas le cheeseburger, non, c'était l'autre, c'est non, je crois que c'est la nébuleuse de l'embryon, je sais plus. J'ai un trou. Et il reste donc une autre nébuleuse, cette fois-ci la nébuleuse de l'anneau. Donc voilà, elle est là, M57. C'est donc une des nébuleuses planétaires les plus connues. Hein. On voit ça, il y a l'illustration dans l'escalier quand vous montez. Donc elle a un âge entre 3000 et 6000 ans, une distance de 2300 années-lumière, un diamètre de 33 000 années-lumière. L'étoile centrale est une naine blanche, un peu plus massive que le Soleil. Elle a été découverte en 1779 par Cartier de Pellepoix. On peut montrer les illustrations alors qu'ils suivent. Voilà, c'est 1826, donc là, Hubble, c'est 1884. Donc 7026. Et puis 7027. Et puis la nébuleuse, et la fameuse nébuleuse de l'anneau. Voilà. C'est pas tout fait dire. Et alors, on a fait les nébuleuses, on a fait les amas, on va passer aux nébuleuses diffuses. Voilà. Je ne les ai pas tous indiquées. Hein, donc je reviens sur le schéma d'abord, je pense. Voilà, elles sont. Ouais. Nébuleuse diffuse. J'ai une question. Oui. Juste avant, on avait la nébuleuse de l'anneau. Pour la voir avec le télescope qu'on a, même si on a un truc important, il est impossible de la photographier. Non, pas simplement de la voir. En observation visuelle. Ouais. En visuel, à l'œil nu, on ne peut pas la voir à l'œil nu. Non, Mais on peut la voir dans un modèle télescope, ou une petite lunette déjà. Ouais. Elle fait une magnitude 8, c'est ça, hein, je crois. Une magnitude 8, 9. 9. Alors, les nébuleuses diffuses. Donc, un petit rappel. Hein. Donc, les nébuleuses diffuses sont formées de gaz et de poussière. Elles sont extrêmement grandes. Hein. Leur diamètre peut atteindre parfois plusieurs dizaines d'années-lumière. Alors, quand on regarde, vous verrez dans les illustrations, donc les flux de matière qui sont poussés par des vents stellaires donc, forment des courants qui sont ce qu'on voit ensuite chaotiques, on les verra sur les images.
Les bords sont assez mal définis, finalement, on ne sait pas trop quand ça s'arrête. On va avoir des exemples dans les illustrations. Et la luminosité qui provient de ces nébuleuses, en fait, elle provient de l'ionisation des gaz par la lumière des étoiles. Donc, ça veut dire que ce sont essentiellement des nébuleuses en émission. Alors, dans le signe, on va rajouter, pour ces nébuleuses diffuses, des résidus de supernova, qui sont les restes d'explosion d'une étoile supermassive. Parmi le cas le plus célèbre, ce sont les dentelles du cygne. Donc nébuleuse en émission, nuage de gaz ionisé qui absorbe la lumière d'une étoile chaude et ensuite la réémet sous forme de couleurs variées. Une nébuleuse en émission. Différente de la nébuleuse en réflexion qui ne fait que réfléchir la lumière, et puis la nébuleuse sombre qui elle absorbe la lumière et ne laisse rien passer. Alors aussi, il y a de nombreuses nébuleuses diffuses. Alors, on va d'abord peut-être commencer par les dentelles du cygne. Elles sont en bas. Alors il y a deux parties on distingue deux parties ou trois parties dans les dentelles du cygne. D'abord NGC, alors j'ai mis N 6992. Normalement ça s'appelle la grande dentelle. La grande dentelle. On est dans la grande dentelle. Ensuite, il y a un petit triangle au milieu, là, ça doit être le triangle de Pickering, je suppose. Exactement. Et puis à droite, ça s'appelle la petite dentelle. C'est 1990. C'est 1960. Ah pardon, c'est 1960. Ouais, je suis arrêté. 1400 années-lumière, ça a été découvert par Herschel en 1784. Donc la petite dentelle. C'est 1970. Voilà la place des petites dentelles. Alors, les illustrations sont un peu en désordre, d'ailleurs, on fait d'abord l'énumération. Alors, une deuxième nébuleuse, une troisième nébuleuse diffuse, la nébuleuse NGC 7000. Donc, elle est très célèbre, hein, nébuleuse de l'Amérique du Nord, située à près de 1900 années-lumière, une grande dimension, 49 années-lumière et magnitude 6. Alors, c'est un dessin que j'ai fait, hein. C'est pas exactement tout à fait comme ça, c'est peut-être pas tout à fait au bon endroit, mais c'est dans cette région. Et en face de la nébuleuse, vous avez celle-ci, qui est la nébuleuse 5067 et puis 5070, NGC. Non, IC. Ah oui, IC 5070. Donc la nébuleuse du Pélican. Vous verrez, c'est vraiment la tête d'un pélican. À 2000 années-lumière, c'est deux fois et demi le diamètre de la Lune. Voilà ce qui est donné, magnitude 14. Donc, elles sont très célèbres. Donc les dentelles, l'Amérique du Nord et puis le pélican, c'est vraiment très célèbre. Alors ensuite, il y a ici en plein centre, autour de Sade, là c'est en examinant tout ce que j'ai pu examiner, c'est vraiment il y a plein de nébuleuses. En fait, IC, alors j'ai noté IC 1318, ça se déploie tout autour de Sade, et ça s'appelle la nébuleuse du papillon, elle est énorme. Il y a une nébuleuse obscure dans son centre. On verra tout à l'heure, j'ai mis une vue que j'ai récupérée, où ça regroupe l'ensemble des objets qui sont à l'intérieur, et qui montre bien que c'est très difficile de distinguer objet par objet, pour moi en tout cas. Alors, la nébuleuse du Cocon maintenant. La nébuleuse du Cocon, IC 5146, elle est complètement à gauche, voilà. Donc c'est une nébuleuse en émission à 4000 années-lumière, un diamètre de 15 années-lumière, une magnitude de 7. Oui, c'est vraiment un cocon. Alors, il y a une nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse du Croissant, qui est très célèbre aussi, 6888, à 5000 années-lumière, avec une magnitude de 7,4. Donc elle est créée par des vents stellaires venant de l'étoile WR 138. C'est la nébuleuse du Croissant, c'est ça? Nébuleuse du Croissant, elle a la forme d'un croissant, on va voir tout à l'heure. Et ensuite, vous avez la nébuleuse de la Tulipe,
qui a été découverte en 1959 à 8777 années-lumière, donc c'est une nébuleuse en émission. Et puis encore juste à côté d'Albireo, SH296, c'est un reste de supernova à 2600 années-lumière et une dimension de 21 années-lumière, une nébuleuse en émission. Alors je vous propose qu'on va regarder les images. Alors j'ai pas tout noté le nombre, je compléterai. Je n'ai pas mis toutes les nébuleuses planétaires que j'ai mis. Alors, nébuleuse diffuse, voilà. Bon. On continue. Ah non, en fait, oui. J'aurais pu continuer tout à l'heure. Voilà. Donc, alors ici, c'est une nébuleuse de l'Amérique du Nord. Donc, on retrouve la forme de l'Amérique du Nord avec le golfe du Mexique. C'est Apod, c'était du 17 septembre. Vous pourrez regarder. La vue sera d'ailleurs sur votre ordinateur, votre téléviseur. Donc, on est le 18, donc c'est hier. On peut supposer en fait que l'Amérique, la nébuleuse de l'Amérique et la nébuleuse du Pélican, c'est la même, sauf qu'il y a une nébuleuse sonde qui les sépare. Qui les sépare. Et le Pélican, on peut le voir. On va le voir tout à l'heure. Ben, là, on le voit bien avec l'œil du pélican ici, et le bec du pélican, ouais, c'est ce qu'on a vu sur le crâne du pélican. Voilà. Alors, ici, c'est donc c'est une partie, c'est la nébuleuse de l'Amérique du Nord, mais ça a été photographié en. Quand on fait des photos, on peut faire photos LRVB ou bien soufre, hydrogène, oxygène, et là c'est en SHO, donc c'est tout à fait différent. Et je l'ai mise pour montrer finalement que selon le mode de recueil des éléments, on a une image qui est tout à fait différente. On image le ciel de manière différente. Alors elle est moins parlante que l'autre, parce que l'autre on voit bien l'idée de l'Amérique du Nord. C'est plus parlant pour la mémoire. Alors, voici la nébuleuse du Pélican. Alors, de loin, on voit bien la tête du Pélican, on voit son œil. Donc, ça a été fait par. Cette photo a été faite par Patrice Le Poupon, hein, on le voit bien de temps en temps. Qu'est-ce qu'ils ont comme matos pour faire les Ils ont une lunette, ils ont une lunette de 980 mm, je crois, 1 mètre. De focale. 1 mètre de focale. C'est pas tellement la focale, c'est l'intégration. C'est-à-dire qu'il faut accumuler des temps de pause, il faut recueillir les photons, et puis après il faut traiter tout ça. C'est le temps de pause, enfin la durée des photos. Alors, ici c'est toujours Patrice qui a fait cette photo. Je vous indiquais tout à l'heure, on a vu Sabre, et autour de Sabre, il y a IC 1318. Et lui, il a fait la partie qui est en dessous de Sabre. Donc, je pense qu'il y a une partie de la nébuleuse sombre qui est sous Sabre. Il a enlevé l'étoile Sabre parce que ça illuminait complètement la photo et ça l'empêchait. Donc, c'est la partie sous Sabre. Boucle du cygne. Ah oui, c'est vrai que la grande dentelle, on dit aussi boucle du cygne. J'ai vu ça sur Internet. Donc, il faut rappeler, c'est la forme d'une virgule, c'est dans le bas de la constellation, sur la gauche. Donc, voilà on voit généralement les dentelles du cygne. Alors, ça, c'est un collègue de Patrice Le Poupon qui a fait ça également à partir de l'installation pour l'Espagne. Et là, c'est juste un petit détail de la grande dentelle. Alors, cette fois-ci, le triangle de Pickering, c'est pareil, c'est un détail. Vous avez vu sur le dessin, il y a un petit triangle entre les deux dentelles. Ça aussi, c'est un détail de ce triangle. Toujours la bande GCT. Là, c'est la tulipe. Donc,
c'est le long du cou du cygne. Vous avez cette nébuleuse qui a le nom de tulipe. Quand on le regarde comme ça, on devine un peu. Les astronomes ont toujours beaucoup d'imagination. Je trouve. Et donc ici, SH296, ça c'est un reste, donc vous l'avez dit, c'est le reste de supernova. Je peux me donner le nom de supernova, mais bon, au nord d'Albireo. Donc c'est toujours les collègues de Patrice de Poupon. Donc nébuleuse diffuse. Donc voilà pour illustrer les nébuleuses. Bon, je trouve que c'est pas mal, il faut les très bien. Hein. Ouais. Alors, c'était pour illustrer donc le cygne, et puis on a vu le cygne et la lyre. Donc les quelques amas, on a eu 5, des amas ouverts, un amas globulaire. Ensuite on a vu les nébuleuses planétaires, hein, donc 1, 2, 3, on en a vu 6, 5. Et puis les nébuleuses diffuses, pour illustrer le cygne. Par contre, là, dans cette région, il n'y a pas de galaxie remarquable. À part si une galaxie remarquable qui est la Voie lactée, qui passe évidemment dans le cœur du cygne. Il y a une toute petite galaxie, j'ai découvert une toute petite galaxie, mais bon, on voit bien que c'est une région de nébuleuse, quoi. Une nébuleuse diffuse, c'est vraiment. On a vu certaines constellations, donc c'est un regroupement de galaxies. Hein, on peut prendre un grand ours, par exemple, et il y a des constellations, c'est une nébuleuse. Voilà, moi j'en ai terminé pour la présentation. Ah, mais s'il y en a encore. Ah, oui, il y a encore. Ah oui, il y a encore. Ah, oui, j'ai oublié le cocon. Nébuleuse du cocon. Donc, elle est complètement sur le dessin, elle est complètement à gauche en haut. Près du lézard. Alors la particularité de cette nébuleuse, c'est que là, on voit le cocon. Et elle baigne en fait dans une nébuleuse sombre qui, là c'est juste un détail, qui continue très très loin après sur le côté. Okay. Et là, ah bah non, il y a encore. Ah, il y a encore le croissant. Ah bah oui, le croissant. Il est presque appétissant, mais il est bien réussi. Oui, j'avais publié dans l'astronaute de ce mois-ci, là, une photo du poisson que j'ai fait le 28. Comme toi, tu as fait aussi des photos de 28, moi j'ai fait aussi une photo du poisson. Les axes sont belles. Ouais. Et après. Alors, ah bah donc voilà. Donc ici vous avez Sadre. Sadre, donc ce qui par rapport à la présentation que vous avez tout à l'heure, cette fois-ci, vous êtes dans ce sens-là. La nébuleuse du poisson, elle est collée contre le cou du cygne. Si on revient au dessin. Ouais. Allez. Donc dans cette partie, on voit bien qu'il y a plein de nébuleuses. Alors, M29, qui est l'amas, il est dans cette partie-là. Alors le distinguer, c'est vrai que c'est là. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Donc il y a M29. Là, ça va être 6811, un truc comme ça. Ouais. Et puis après, M39, c'est au-delà de Deneb. Et je crois que ça porte aussi, alors parfois ça porte le nom de nébuleuse gamma du cygne. L'ensemble. Ouais, l'ensemble. Gamma du cygne.
Je crois avoir vu ça il n'y a pas longtemps. Ok. Voilà. Voilà la présentation. Donc cette dernière image montre que c'est pas très facile de distinguer les objets. Dès que on veut regarder d'un peu près, Il y a une telle richesse il y là. a une telle richesse. La concentration du temps. Alors si vous faites une photo, c'est intéressant, faites une photo par exemple, vous mettez 8 secondes ou 6 secondes, vous mettez ça, je sais pas, à l'universal, vous ouvrez un peu, vous faites un essai. Et puis même si ça dévie un peu, si vous mettez un peu plus de temps de pause ou vous mettez un peu plus d'ISO, vous allez voir le nombre d'étoiles doublé ou triplé. Parce que toutes les petites magnitudes, enfin tous les faibles magnitudes vont remonter et ça va être inondé d'étoiles. C'est vraiment une région très riche. On a dit possible de photos, les ISO, c'est. Ouais. Oui, mais c'est pas de la VP en fait. Ouais. Quand tu fais une photo, tu fais une photo couleur. Comment? Tu fais une photo couleur et à ce moment-là, tu as ta photo d'un seul coup. Non, c'est possible de dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Le nombre d'ISO que tu choisis Oui. pour faire ta photo. C'est pas un nombre très élevé, l'ISO. C'est-à-dire qu'après, là, c'est une zone qui est très chargée de points de détail, et il y a plein de détails. Donc si tu montes dans les ISO, tu vas avoir beaucoup de bruit et ça va mettre de la confusion à déjà quelque chose qui est compliqué à regarder. Après, ça dépend de ton appareil photo. Il y a des appareils photo, on peut monter en ISO sans problème et sans qu'il y ait de bruit qui apparaisse. Des appareils photo peut-être un peu plus anciens, là si tu commences à monter en ISO, très vite il va y avoir beaucoup de bruit, de pixels chauds et tout ça. Donc là ça vaut pas le coup. Généralement, je pense que vers 400, il faut commencer à avoir sur les appareils d'intervention, surtout vers 400, il faut commencer à avoir du bruit. Mais après, si tu as un Sony Alpha 7, les toutes dernières versions, là tu peux monter à 6400 ISO, des trucs de malade sans problème. Donc, ouais. Sans nuire. Ouais, mais comment dire, sans nuire. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est quand vous regardez sur l'écran à l'arrière de l'appareil, avant de voir les étoiles, ce que vous voyez, c'est quand même le bruit. Vous avez du bruit, ça vous empêche d'ailleurs de faire la mise au point. Donc voilà l'objet de ce mois de septembre. La prochaine présentation de ciel, ça sera quelle constellation déjà? On avait proposé le carré de Pégase avec Andromède, les deux liés. D'accord. Pégase et Andromède. Donc ça sera pour le mois prochain? Le mois prochain. Ok. Merci Bernard. Merci.